Bonjour à tous. On entend souvent ces exclamations « Quelle horreur ! Quelle horreur ! Il va y avoir de l'inflation. Tout notre argent va brûler. Il va fondre comme neige au printemps. Il est donc urgent de dépenser, d'acheter quelque chose pour économiser. On ne vit qu'une fois dans ce monde. Mais, mes amis, j'ose souligner que l'argent ne fond généralement pas comme ça. Ils font généralement juste au moment où l'on fait de nombreux achats, par exemple sur les places de marché, dans les magasins, les salons. On va au magasin, et l'argent fond comme par magie. En effet, on ne peut pas dire que l'affirmation initiale était fausse, car l'inflation dévalue lentement l'épargne. Et l'inflation elle-même, une inflation modérée, est plutôt bénéfique pour l'économie. Elle développe les processus économiques, car elle envoie un signal « n'épargnez pas, dépensez-le aujourd'hui ». Le mécanisme de l'économie de marché est lancé. L'argent n'est qu'un lien intermédiaire, un moyen d'échange universel. Par exemple, vous avez travaillé dur, produit un produit ou un service, gagné de l'argent, puis vous l'avez échangé contre le travail d'autrui ou contre un produit fabriqué par quelqu'un d'autre. Globalement, la croissance de l'inflation est nécessaire pour accélérer les échanges, sans délai. On vous a donné des emballages de bonbons, des perles ou des coquillages classiques, allez-y vite, échangez-les contre n'importe quel autre bien. Et lorsque vous commencez à tricher et à pirater ce système, en accumulant toujours plus de ces coquillages, l'économie mondiale, bien sûr, ne les accueille pas favorablement. C'est pourquoi, pour punir ceux qui accumulent, l'inflation peut s'accélérer ou une sorte de taxe sur ces personnes. Ou les coquillages peuvent être soudainement remplacés par des billes de verre ou des cailloux. Par exemple, l'ère de la livre sterling a cédé la place à celle du dollar américain. La tâche d'une personne intelligente n'est pas d'accumuler autant de coquillages que possible, mais d'acquérir des valeurs, des actifs utiles. Quelle est la différence entre actifs et passifs? J'espère que vous comprenez cela, inutile d'expliquer. À l'échelle mondiale, seules deux classes d'actifs permettent de contrer l'inflation sur le long terme. Ce sont les actions et l'immobilier générant des revenus. D'ailleurs, 70 à 80% des capitalistes mondiaux investissent dans l'immobilier, il est donc absurde de contester cela. La vie elle-même a déjà répondu à la question de savoir ce qui est le mieux pour eux. Acheter des actions, c'est acquérir une part d'une entreprise réelle capable de générer des revenus sous forme de dividendes et de croissance du cours de l'action. Autrement dit, les actions elles-mêmes augmentent généralement avec le temps et génèrent souvent un léger delta supplémentaire sous forme de bénéfices répartis entre leurs actionnaires. Le deuxième type est l'immobilier générant des revenus, résidentiels ou commercial. L'essence est la même, vous avez placé votre argent, vos coquilles, qui vous ont été données comme équivalent de votre travail investi, dans du béton, dans des briques. Ces briques, sous forme d'appartements ou de bureaux, sont ensuite louées et vous rapportent un revenu mensuel stable. On ne peut pas confondre le montant de ces revenus, par exemple, avec le revenu nominal des obligations ou des dépôts. Pour tous les instruments de dette, votre capital n'est pas placé dans du béton, des briques ou des actions de l'entreprise, mais dans des rappers, c'est-à-dire dans des monnaies fiduciaires imprimées, dans ces coquilles conditionnelles, ces perles. Et les gens font souvent une erreur cognitive, ils se demandent pourquoi investir dans des actions ou des biens immobiliers si je peux les déposer et obtenir un rendement 3 fois supérieur. On confond rentabilité réelle et un actif protégé de l'inflation et rentabilité nominale. Et on compare l'incomparable. Oui, il y a des moments, généralement à court terme, où la rentabilité des dépôts dépasse l'inflation. Mais cela arrive très rarement et la banque ne restera pas perdante à long terme de toute façon. Elle ne pourra pas donner beaucoup plus que l'inflation et il viendra certainement un moment où l'inflation absorbera sans problème vos intérêts accumulés. Ce n'est qu'une question de temps. Il n'y a pas de miracle. Il y a aussi de l'argent qui sort de nulle part, c'est un mythe. C'est impossible. Comparez le rendement nominal aux dividendes ou aux revenus locatifs immobiliers. C'est une erreur fondamentale des investisseurs ordinaires, une erreur de conscience, si vous préférez. Tous les autres types d'investissements, métaux précieux, options, titres de créance, etc., sont perdants face aux deux méthodes mentionnées ci-dessus, l'immobilier et les actions. Bien sûr, il y a toujours des risques, mais globalement, seuls ces deux types d'actifs sont positifs. Tout le reste est soit plus risqué, soit
avec une utilisation à long terme, ne pourra, au mieux, récupérer que l'inflation, c'est-à-dire que votre capital stagnera. Un morceau de métal restera un morceau de métal, il ne générera aucun revenu supplémentaire, mais ne nécessitera que des frais de stockage et une perte liée à l'écart entre l'achat et la vente. Contrairement à une entreprise, un actif génère un profit réel. En d'autres termes, il est préférable d'envisager d'acheter des poules pondeuses régulières et constantes, plutôt que d'acheter des reconnaissances de dettes libellées en monnaie fiduciaire imprimée. Il est important que le poulet soit idéalement immortel, vive longtemps et ait une valeur intrinsèque, ne perde pas de sa valeur au fil du temps. La même logique d'évaluation des actifs devrait s'appliquer aux prêts. On se pose souvent cette question. Si l'on anticipe une forte inflation, il est alors rentable de contracter de nombreux prêts, ce qui entraîne une dépréciation de l'argent emprunté. Oui, en théorie et d'un point de vue purement mathématique, c'est le cas. Mais un point essentiel est omis. Pourquoi contractez-vous exactement ce prêt? Pour quel produit? S'il s'agit d'un bien de consommation qui perd de sa valeur après l'achat, c'est une autre histoire. S'il s'agit d'un actif à long terme, c'est une toute autre histoire. D'un point de vue mathématique, vivre avec des dettes peut être rentable, surtout en période de forte inflation. Si le taux d'intérêt du prêt est inférieur à l'inflation réelle, ou au moins égal à celle-ci, cela ne semble pas être une mauvaise chose. Mais d'un point de vue psychologique, non. Le type de produit ou de service pour lequel ce prêt est contracté est important. Si un prêt est contracté pour le développement, pour l'éducation, ce qui vous permettra plus tard d'exercer une bonne profession et de mieux gagner votre vie, c'est une bonne chose. Si un prêt est contracté pour un bien immobilier, pour un actif réel, qui vous apportera des liquidités et qui, au fil des ans, comme un bon vin, ne fera que devenir plus cher, absorbant l'inflation, alors c'est la bonne décision, c'est le bon prêt. L'inflation se répercute toujours sur le coût de l'objet. Mais les gens, conscients de leur faiblesse et de leur désir de consommer ici et maintenant, tentent souvent de justifier ainsi les prêts à la consommation. On dit que contracter un prêt à la consommation est rentable. Même si le taux est inférieur d'une fraction de % à l'inflation, vous gaspillez votre avenir, vous achetez non pas un actif, mais un passif. C'est comme acheter un produit cher, tenté par une petite remise, cela semble rentable, mais en réalité, vous avez payé trop cher pour l'achat lui-même. On ne peut en aucun cas justifier la rentabilité d'un smartphone ou d'un réfrigérateur à crédit. Tout simplement parce que dès son achat, sa valeur marchande a immédiatement baissé. Une voiture neuve perd environ un tiers de sa valeur dès sa sortie du concessionnaire, et chaque jour d'utilisation la fait encore plus. Il est préférable d'évaluer tous les biens que nous consommons non pas comme des objets, mais comme des périodes d'utilisation, comme des périodes d'utilisation d'un service. Par exemple, lorsque vous achetez une voiture, une machine à laver ou un réfrigérateur, vous n'achetez pas l'objet lui-même, mais une fonction, un service, la possibilité de l'utiliser, laver, conduire, conserver des aliments. Et il est important d'apprendre à se poser la question, pour combien de temps vais-je acheter ce service? Car il ne sera plus possible de le revendre avec profit, ni même de récupérer son argent. Acheter une nouvelle robe de mariée peut coûter plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars dans un salon de mariage. Mais dès la fin du mariage, cette robe est sur le marché secondaire et vous ne pourrez la revendre à personne pour 10 dollars. Même après une journée, 99% de sa valeur a disparu. On achète le temps d'utilisation, et non l'objet lui-même. C'est pourquoi beaucoup préfèrent louer une robe de mariée ou tout autre article jetable plutôt que de l'acheter. Un produit d'occasion, au fil des années, perd de sa valeur. C'est tout, vous l'avez déjà consommé. Il est donc difficile de justifier la rentabilité d'un prêt pour un tel produit uniquement par les mathématiques. Tout prêt à la consommation, contracté non pas pour des raisons professionnelles, mais spécifiquement pour la consommation, est toujours une perte, malgré sa rentabilité formelle d'un point de vue mathématique. Mais en général, le taux d'intérêt des prêts à la consommation est généralement beaucoup plus élevé que celui des prêts hypothécaires, par exemple. La banque évalue également son risque et l'intègre. En fait, dans le cas d'un prêt hypothécaire, la banque ne prend pratiquement aucun risque en émettant de l'argent garanti par un bien immobilier, de sorte que les taux de ces prêts peuvent être légèrement inférieurs. Ne vous imaginez pas être le plus malin et avoir réussi à déjouer le système financier, la banque,
qui emploie des dizaines et des centaines de personnes parmi les plus intelligentes et dotées d'une formation économique. Dès que vous commencez à vous croire le plus malin, c'est une raison de tout vérifier. S'il s'avère mathématiquement qu'un prêt vous est avantageux, pourquoi une foule de financiers, les banquiers eux-mêmes, n'en contractent-ils pas un? Pourquoi tout le monde autour de vous ne contracte-t-il pas un prêt? C'est aussi avantageux que vous le pensez. N'oubliez pas que vous n'êtes pas le plus malin à cette table. Si l'on vous vante les prêts et les mensualités, ce n'est probablement pas aussi avantageux qu'il y paraît. Tout le monde serait-il soudain devenu idiot? Ne savent-ils pas eux-mêmes qu'il est avantageux d'acheter un nouveau smartphone ou une nouvelle télévision à crédit? Mais pour une raison ou une autre, ils vous proposent, et dépensent même de l'argent en publicité, pour vous inculquer cette idée, pour vous convaincre. Réfléchissez faites preuve d'esprit critique. J'espère que mes vidéos y contribueront. Merci de votre attention. Abonnez-vous à cette chaîne. Et au revoir, à bientôt.